Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, tu te présentes comme entrepreneur révolutionnaire, mais avec un parcours un peu atypique. Pourrais-tu nous dire d'où tu viens? Ok, donc je m'appelle Patrice Valentin et j'ai une première carrière en tant qu'officier, donc dans l'armée de terre, en plus particulièrement la Légion étrangère et parachutiste, ce qui m'a permis de constater que quand ça part en vrille, en fait c'est jamais tellement bon pour les personnes qui habitent sur place, c'est-à-dire que les tensions sociales aboutissent à des situations de violence qui ne sont pas forcément agréables pour les personnes qui les vivent. Je suis pas mal intervenu en particulier sur les conflits des Balkans qui m'ont pas mal inspiré ce qu'est la stabilité ou l'instabilité des sociétés, quoi. Il y a une quinzaine d'années, j'ai donc quitté l'armée et j'ai créé une entreprise de travaux en espace naturel, que l'on appelle maintenant génie écologique. Et dans la pratique, c'est d'intervenir sur la biodiversité, donc les tourbières, les rivières, les zones humides, les landes, les forêts, etc., pour augmenter la capacité écologique, donc d'accueil de la faune et de la flore. Donc je suis reparti à ce moment-là comme ouvrier, en repartant vraiment de zéro, puis avec deux compagnons, puis l'entreprise s'est développée jusqu'à arriver à une taille d'une quarantaine de personnes, avec à la fois des ingénieurs écologues et des ouvriers qui interviennent toujours sur la restauration, l'amélioration de la biodiversité sur tout type de terrain, agricoles, ruraux, urbains, etc., quoi. En fait, il y a dans ce parcours-là, pendant cette période où j'étais dans l'entretien de la nature, quelque chose que je ne connaissais pas, parce que ce n'est pas vraiment dans l'armée qu'on apprend ce type d'écologie. J'ai fait un certain nombre de constats par moi-même, avec surtout mes compagnons et surtout les ingénieurs ou les techniciens avec qui je travaillais, sur la dégradation des écosystèmes, la destruction des systèmes vivants. Et surtout une grosse aberration, c'est que mon métier, donc, qui s'appelle le génie écologique, l'intervention sur les espaces naturels, c'est peut-être le métier le plus stupide qu'il puisse y avoir au monde. Parce que la nature, en fait, fonctionne depuis le commencement de manière autonome, elle est résiliente, c'est-à-dire qu'elle travaille sur des équilibres, et d'une certaine manière, elle est faite pour fonctionner toute seule. Et donc, on a besoin d'entreprises pour la réparer et la remettre en équilibre, ça interroge quand même énormément. Le deuxième point, j'ai constaté d'abord la dégradation des écosystèmes, qui me fait dire que le réchauffement climatique est assez anecdotique à côté de la destruction des écosystèmes et de la biodiversité aujourd'hui. Et en tout cas même, ce serait peut-être la seule manière qu'on pourrait s'adapter, ça serait de miser sur le vivant et on ne le fait pas. Donc ça c'est le deuxième constat, de manière très objective. Et la troisième chose, c'est que toute réparation, en fait, est beaucoup moins efficace que le système qu'il y avait avant, parce qu'on a automatiquement retiré des éléments constitutifs. On répare moins vite que ce que l'on détruit et surtout moins bien. Et donc là, on a commencé à se poser la question, ça sert à quoi tout ça? Et est-ce que ça vaut le coup de continuer à mettre des rustines alors que quelqu'un met des coups de poinçon? Et peut-être que si on arrêtait les coups de poinçon, ce serait effectivement plus utile. Et là, on a vraiment réfléchi sur l'origine. Donc c'est une dizaine d'années qu'on a commencé à réfléchir là-dessus avec l'entreprise. Réfléchir sur l'origine de cette destruction des équilibres des systèmes vivants. Et puis, en fait, on a trouvé. En fait, c'est relativement simple, c'est un problème de conception de la relation de l'humain dans les écosystèmes, dans les systèmes vivants. Et ce qui m'a amené petit à petit à m'éloigner un petit peu de la logique de réparation, d'entretien ou de génie écologique proprement parlé, pour me travailler sur les causes, sur les modèles sociaux et économiques. Et donc j'ai quitté mon entreprise donc, qui s'appelle Derven. Je l'ai quitté il y a 2 ans pour en créer une nouvelle qui s'appelle Rayzan et dont la finalité c'est la révolution. On en reparlera certainement de la révolution, mais c'est-à-dire un changement profond, un changement de paradigme, un changement pacifique qui est la seule voie intéressante que l'on puisse effectivement y avoir aujourd'hui. Il y a d'autres voies certainement, mais elles sont à mon avis beaucoup moins intéressantes. Donc en partant de cette expérience, quelle serait ton analyse de l'état du socio-écosystème Terre aujourd'hui ? Le terme que tu emploies, socio-écosystème, il est intéressant, parce que tout le monde ne comprend pas forcément, mais ça montre bien cette relation d'une société humaine. Donc ce n'est pas simplement l'homme en tant qu'individu, je dirais mammifère, mais en tant que société au sein des écosystèmes. Donc c'est 2 systèmes qui sont l'un dans l'autre. Et je vais dire à la rigueur, comment le qualifier? Il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui sur la destruction des espèces, on parle des insectes, etc. Et c'est très très difficile de travailler en termes de quantité quand on parle de biodiversité parce que les systèmes vivants travaillent avant tout sur des logiques d'équilibre. Et donc je vais revenir sur cette question d'équilibre, c'est un système. En fait c'est très déséquilibré, enfin plutôt c'est en voie de déséquilibre.
Alors, un équilibre, vous savez, c'est en termes général différentes forces qui, pas forcément s'opposent, mais qui se complètent pour qu'un tout reste en équilibre. Et quand vous commencez à retirer certains éléments de force, automatiquement, le système va basculer pour retrouver à terme un nouvel état d'équilibre. En fait, c'est toujours pareil pour minimiser la consommation d'énergie. C'est toujours la même manière dont ça fonctionne. Or, aujourd'hui, on a retiré des éléments constitutifs du fonctionnement des systèmes vivants par la destruction à la fois d'espèces, mais aussi de milieux, d'habitats naturels, un certain nombre de perturbations, dont les changements climatiques, mais c'est loin d'avoir que ça. Et donc, on est en phase de déséquilibre. Donc, on est en train de glisser vers un nouvel équilibre. Ce qu'il y aura derrière, on ne le sait pas. Il y a déjà eu beaucoup de ruptures d'équilibre dans l'histoire de la vie. Des destructions d'espèces, c'est pas la première fois. C'est même pas la première fois que ce soit une espèce qui soit responsable de la destruction des autres espèces, parce que les cyanobactéries, il y a quand même quelques temps, ont généré effectivement un empoisonnement d'autres espèces et a créé de nouveaux équilibres par derrière. Donc en fait, la question que l'on se pose, c'est que nous partons d'un équilibre sécurisant pour nous, sur lequel on arrive à vivre. Ça fait quand même, sur la société moderne, 8000 ans depuis qu'on a créé notre activité et sorti de la forêt, sur lequel cela fonctionne, pour aller vers un autre équilibre, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc la situation, elle est... je ne porterai pas d'analyse en disant que c'est préoccupant ou pas. Nous sommes sur une phase de changement d'équilibre. Ce qu'il y a derrière, effectivement, c'est l'inconnu, mais par contre, il paraît à peu près évident que les services dont nous avons bénéficié jusqu'à maintenant sont en train de disparaître. Donc ces services produits par les écosystèmes, produits par ce qu'on appelle la nature. Alors tu parles de services produits par les écosystèmes. Alors avant de parler de l'avenir, pourrais-tu revenir sur l'histoire? Donc comment avons-nous profité de ces services, justement, et à quel moment se situe la rupture? Et si cette relation entre le vivant et nous est nécessaire, pourquoi continuons-nous dans une voie qui dégrade cette relation? Je vais, avant de revenir sur l'équilibre, je vais revenir la question que tu poses sur la relation avec le vivant, repartir un petit peu de l'origine. Quand l'homme arrive sur Terre, la vie existe déjà, et il vit déjà quand même quelques temps. Et les systèmes fonctionnent comme nous, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité d'un système à revenir sur un nouvel état d'équilibre et à cicatriser ses propres plaies. C'est donc un état d'équilibre qui n'est pas trop décalé en termes généraux. Donc quand l'homme arrive, il arrive dans un système qui fonctionne, qui produit énormément, qui lui donne de l'eau. C'est bien les systèmes vivants qui produisent l'intégralité du cycle de l'eau, y compris l'épuration, mais aussi l'alimentation des nappes phréatiques, les climats, les microclimats. Donc il arrive dans quelque chose qui fonctionne bien. Pour se nourrir, qui est donc de prendre de l'énergie. Enfin, la nourriture, en fait, c'est récupérer l'énergie solaire transformée pour que ce soit intégral par les organismes vivants. Il n'a qu'à se servir d'une certaine manière, la chasse, la pêche, la cueillette. C'est pas de tout repos, il y a quand même le tigre à dents de sabre de temps en temps qui lui aussi a des logiques de survie. Et donc, mais la relation, elle est vraiment dans la dépendance pure des systèmes vivants. Et un jour, il associe son intelligence, et peut-être qu'il va caractériser l'homme par rapport aux autres espèces, c'est une intelligence créatrice et une intelligence avec une vision. Il est capable de concevoir l'avenir, d'utiliser son intelligence pour arriver à cet avenir-là. Et il s'associe donc avec la puissance de la vie pour inventer l'agriculture. Donc ce qu'on appelle la révolution néolithique. Et donc là, on optimise complètement cette relation très forte entre l'homme et les écosystèmes, essentiellement dépendant, il devient co-acteur, co-créateur finalement de l'organisation du vivant. Avec donc, un certain nombre d'actions qui vont créer de nouveaux équilibres, comme je disais tout à l'heure, et supprimer un équilibre pour en créer un nouveau. Avant que l'homme commence à faire de l'agriculture sur le territoire gaulois, enfin, ou français, c'était essentiellement de la forêt, donc il a défriché. Par contre, ça a permis de faire apparaître de nouveaux milieux, de nouvelles interrelations, sans même parler des espèces domestiques, simplement par ces changements d'équilibre. Mais le fait qu'il associe son intelligence au système vivant ne limite pas sa dépendance. En fait, il y a un principe essentiel qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement des écosystèmes, c'est qu'aucune espèce ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en interdépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Alors cette phrase-là, ça définit le fonctionnement des écosystèmes. Aucune espèce ne se suffit à elle-même. Et nos arrière-arrière-grands-parents, quand ils n'avaient pas la prétention d'ailleurs de sortir de la nature, ils ont juste voulu optimiser leurs relations, en profitant encore une fois des services produits par les autres espèces. Et toute l'histoire de notre économie commence avec les premiers échanges, justement, quand l'agriculture commence à se développer, en reconnaissant la relation avec la nature, en restant sur une co-création.
Et à un moment, on a une rupture qui est intellectuellement quand même assez... bon, on peut se situer peut-être au milieu du Moyen-Âge, je ne sais pas, où petit à petit, l'intelligence de l'homme finit par lui monter au cerveau, au sens propre du terme, et finalement il se dit je vais pouvoir être de plus en plus libre par rapport à ce qu'on peut considérer comme des contraintes naturelles, hein, puisque faire très attention que la nature, ce n'est pas que du bien. Il y a des poisons, des agresseurs, un certain nombre de choses, enfin, même des prédateurs qui peuvent être dangereux pour nous. Donc, mais pour s'affranchir finalement de simplement la partie danger, l'homme en est arrivé à se dire je peux être indépendant, je peux me suffire à lui-même. Alors c'est fait petit à petit, mais ça a accéléré énormément il y a environ 2-3 siècles avec une conception de l'économie qui est celle qu'on va avoir aujourd'hui, qui considère que finalement la finalité de l'économie, c'est la maximisation du profit de tous les acteurs économiques. Où là, finalement, l'homme devient indépendant, je fais ce que je veux, je suis libre, libéré aussi, autant que faire se peut, des contraintes biologiques, je veux, je fais. En fait, je me suffis à moi-même. Alors, en tant qu'espèce, et aussi en tant qu'individu. Au début, c'est en tant qu'espèce, et petit à petit, en tant qu'individu. Ça commence par un homme qui, en 1705, qui s'appelle Mandeville, nous dit, dans les systèmes économiques, le moteur de l'économie doit être le vice et la cupidité. Bon, c'est pas une théorie du complot, tout ça, hein, c'est parfaitement documenté. Évidemment, c'est pas très bien vu à l'époque, ça choque un petit peu quand même. Quand on dit que la finalité de tout agent économique est la maximisation de son profit personnel et que c'est dans un cadre amoral, donc il n'y a aucune régulation morale dans l'économie, on dit la même chose de manière un petit peu moins poétique, d'une certaine manière, quoi. Et là, se fait la rupture. Alors, je ne dis pas que c'est cet homme-là ou que c'est cette époque, c'est de manière très progressive. Ce que nous avons aujourd'hui, pour arriver donc au résultat, c'est que l'homme vit dans une illusion aujourd'hui. L'illusion qu'il est indépendant, l'illusion qu'il va être complètement détaché de ses réalités biologiques et voilà, qu'il va se suffire à lui-même et que si peut-être ça peut engendrer un certain nombre de problèmes, la technologie va permettre d'y remédier. Donc une espèce de foi quasi religieuse dans l'intelligence humaine et dans la technologie, où il n'est plus co-créateur, il veut être l'unique créateur d'une certaine manière, sans regarder qu'il n'y a pas de création sans association avec les autres espèces. Et c'est ça qui, de mon point de vue, est à l'origine de tous les déséquilibres que nous voyons et que j'ai pu constater sur les nouvelles méthodes de gestion des terres, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient urbaines, soient domestiques, etc. Cette impression, illusion d'une toute-puissance de l'homme, qui encore une fois n'est qu'une illusion, parce qu'on a quelques petits coups d'élastique aujourd'hui qui nous ramènent assez brutalement vers la Terre, en se disant on n'est pas forcément si fort que ça, quoi. Alors d'un côté, nous avons une dégradation des écosystèmes et de la relation que nous entretenons avec eux, mais de l'autre, un certain nombre de mesures sont prises, en particulier ceux liés à la compensation écologique, donc c'est-à-dire la séquence éviter les impacts, réduire ceux qui ne peuvent être évités et compenser les impacts résiduels. Alors est-ce que tu penses que cette compensation pourrait rétablir les équilibres et régler notre problème? C'est un peu comme toutes les bonnes pratiques qu'il y a aujourd'hui, un certain nombre de bonnes pratiques, donc éviter, réduire, compenser étant sur l'aménagement du territoire, sur les grands projets, mais il y a aussi toutes les pratiques individuelles et domestiques que l'on peut avoir, le tri des déchets, les économies d'eau, ou remettre des ruches sur les toits des maisons, etc. Alors, c'est bien, il n'y a aucun souci, c'est quelque chose qui est positif en tant que tel. En fait, la vraie question que tu me poses, c'est est-ce que ça permet de revenir sur un état d'équilibre favorable aux deux parties dans les systèmes vivants? Et là, en fait, je ne le pense pas à un seul moment, quoi. Aujourd'hui, on a fait une espèce de changement de paradigme, on l'a déjà fait, en imaginant que l'homme était indépendant, ce qui est donc, comme je disais à l'heure, une illusion, mais on a complètement changé le paradigme naturel que l'on a. Il faut donc revenir, non pas en arrière, je ne parle pas de décroissance, etc., c'est un autre sujet, hein, mais en tout cas revenir sur cette relation-là, et ce n'est pas les bonnes pratiques qui vont le faire. Si vous êtes toujours dans cette illusion de l'indépendance de l'homme, vous pourrez faire toutes les bonnes pratiques que vous voudrez, ça ne changera rien. Donc quand tu m'évoques ces bonnes pratiques, moi je dis, je pense même, alors d'une part pour certains c'est de l'hypocrisie, je continue en entretenant cette illusion, en me disant je vais à la marge arranger les choses, pour d'autres c'est de la naïveté, pour d'autres c'est juste comme je ne sais pas quoi faire je fais ça. Oui, mais maintenant il va falloir quand même changer un petit peu de dimension, quoi. Ce modèle économique en fait, je pourrais l'appeler l'économie financière, c'est-à-dire une économie dont la finalité est la finance. Alors, pour la plupart de nos contemporains, quand on parle d'économie, ils disent oui, c'est normal, l'économie c'est la finance. Et ça, pas du tout. Alors, pareil, c'est une autre illusion.
Avant que la monnaie existe, il y avait déjà des échanges. Et d'ailleurs, il y a énormément d'échanges qui existent sans qu'il n'y ait de monnaie. Il suffit de voir au sein d'une famille, comme une vie économique qui existe sur la gestion du foyer, sur les interrelations, sur les échanges, etc. Donc, l'économie n'est pas liée exclusivement à la monnaie ou à la finance. La finance favorise les échanges économiques, donc c'est un outil. D'ailleurs, l'origine étymologique du terme économie, c'est oikos nomos, qui veut dire la gestion de la maison commune. Et écologie, c'est oikos logos, qui veut dire la connaissance de la maison commune. Donc en fait, il n'y a pas d'opposition possible, c'est deux niveaux différents. Je ne peux pas gérer si je ne connais pas. Donc la bonne compréhension du fonctionnement du système est indispensable pour pouvoir le gérer. Mais cette économie à finalité financière est à l'origine de notre problème d'aujourd'hui, parce que finalement, c'est cette représentation de « je fais ce que je veux à partir du moment où je me sers » et l'argent étant le principal indicateur finalement de réussite et de possession. Encore une fois, je dis, je ne suis pas contre la finance, je suis entrepreneur. Je ne pense pas que le capitalisme soit un système qui soit mauvais en tant que tel, c'est bien la finalité de l'économie. Si on remet la finance au sein de l'économie, on n'a pas du tout effectivement la même approche. Donc la question, c'est bien de changer de modèle économique, pour revenir à ta question, et non pas de faire du bricolage. Faire du bricolage dans l'économie financière, c'est inutile. Je pense que c'est même pas la peine de se fatiguer, quoi. Alors, je vais prendre un autre exemple, c'est ce que j'appelle les sauts quantiques, c'est-à-dire qui permet de changer d'état. Un saut quantique, justement, par définition, on n'y va pas de manière progressive. D'ailleurs, en termes généraux, vous arrivez à la limite de la force que vous pouvez exercer pour changer d'état, ça ne marche pas, et puis il y a tout d'un coup, ça peut effectivement changer de dimension. C'est ce que l'on doit faire aujourd'hui, et ces bonnes pratiques nous font perdre du temps, nous empêchent de concevoir la nécessité d'un changement qui est radical, qui n'est pas un changement qui doit être fait d'ailleurs par la contrainte, par la peur, mais simplement parce que ce sera meilleur après, c'est vraiment ce qui doit effectivement nous poser, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des bonnes pratiques, je dis simplement que toutes ces pratiques-là doivent être intégrées dans une stratégie à long terme et être un élément d'une stratégie. Si elles ne sont pas prises dans une stratégie, vous pouvez baisser toutes les consommations d'eau que vous voulez, d'énergie, etc. Ça ne changera pas l'état et ça ne fait que nous bercer dans l'illusion que peut-être, moi j'ai fait ce que j'avais à faire et donc je ne suis pas concerné. Non, nous sommes tous concernés et justement ce changement global se fera par des stratégies qui sont complètement différentes. Donc la technique éviter, réduire, compenser n'a de sens que si c'est un outil pour changer d'élément. Ce qui n'est pas du tout dans la théorie aujourd'hui, parce qu'on ne remet pas en cause cette économie à finalité financière, aucun de nos dirigeants, quel qu'il soit, on ne remet pas en cause cette soi-disant illusion de l'indépendance de l'homme, donc il n'y a pas de raison que ça change, quoi. Oui, d'ailleurs, ce principe de toujours devoir réduire nos impacts sous-entend que l'homme est mauvais pour son environnement. Tout à fait. Alors, tu viens bien de parler du terme environnement, ce que je n'ai pas utilisé jusqu'à maintenant, et pour cause, je l'utilise jamais. C'est une aberration étymologique et je vais repartir de là pour répondre à cette question des impacts. L'environnement, c'est peut-être la meilleure expression de l'illusion que j'ai évoquée tout à l'heure, que l'homme serait indépendant par rapport à l'ensemble des systèmes vivants. Je vais prendre une petite parabole. Le corps est un écosystème qui est fonctionnel, avec des interdépendances entre les différents organes et puis les différentes cellules dedans. Et imaginons tout d'un coup que le cerveau, conscient de son intelligence et d'être le seul à pouvoir penser l'avenir du corps humain, décide, voilà, je suis indépendant et donc le reste de mon corps, c'est de l'environnement. Alors que le cerveau considère que le cœur, c'est de l'environnement, indépendamment simplement des flux de sang qui sont parfaitement nécessaires, mais le fait aussi que le cerveau coordonne la fonction du cœur, mais je parle aussi le cœur en tant qu'émotion, en tant que sentiment, on voit que c'est totalement impossible, c'est juste aberrant. Sans compter que nous avons aussi des neurones dans le cœur et dans les intestins. Donc l'intelligence même de l'homme, du cerveau, ne vient pas que de l'entité, de l'entité cerveau. Et quand on parle de l'environnement, c'est exactement la même chose. Et c'est justement cette illusion, cet orgueil suprême du cerveau, mais ce n'est pas non plus totalement une parabole ce que je dis là. Ce que je viens de vous décrire, c'est la tentation transhumaniste. C'est-à-dire que finalement, je pourrais retirer tous les éléments constitutifs de mon corps, donc biologiques, etc., même le cœur d'une certaine manière. Donc, je reviens à ce que je disais, si je retire le cœur, je retire aussi les sentiments, je retire aussi l'altruisme, je retire aussi, de manière imagée bien évidemment, mais finalement ce qui est notre humanité. Donc vous voyez, le cerveau se déclarant indépendant, finalement n'est plus un élément constitutif de l'homme. Donc pour expliquer le mot environnement, et maintenant j'en reviens aux impacts. Comme dans le corps humain, où tous les membres sont en relation les uns avec les autres,
le principe du fonctionnement de la vie depuis le commencement, c'est toujours le même. C'est la relation et la diversité. Quels que soient les systèmes vivants, ça ne fonctionne que comme ça. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de relation créatrice. C'est bien la diversité entre deux êtres différents qui permettent de produire le service, qui permettent d'être dans la création. Je prends un exemple là-dessus, c'est la pollinisation. La fleur et l'abeille, a priori, c'est pas de la même espèce, ça n'a rien à voir, c'est pas le même règne, et pourtant c'est bien ça qui permet de faire fonctionner le système. Mais quand on dit relation et diversité, la relation est un impact. Donc la notion d'impact, elle est constitutive du fonctionnement des systèmes vivants et des êtres vivants. Dire que l'on veut réduire les impacts, c'est donc sortir de notre logique d'être humain. Ce n'est pas l'impact qu'il faut éliminer, ce sont les formes de déséquilibre. Je dirais que la seule manière pour l'homme de ne pas avoir d'impact, effectivement, c'est de mourir, et encore, pendant quelques temps après sa mort, il a des impacts assez positifs pour le sol, parce qu'ils se permettent effectivement d'engraisser un petit peu le sol. Mais nous ne parlons donc jamais d'impact, jamais de pression, mais uniquement d'équilibre et de trajectoire. Parce que sinon, on va toujours se dire, je vais baisser un peu mon impact, et à quel niveau va-t-on situer cet impact-là? Sans oublier d'ailleurs que, pour être juste, parce qu'évidemment la justice, en tout cas la justice sociale, est même une nécessité si on veut conserver la paix, on ne peut pas nous penser qu'on va rester à 15 à 20% de la population mondiale avec un niveau technologique et un niveau de vie aussi déséquilibré. Donc il faut s'imaginer que l'ensemble de la population mondiale peut aussi aspirer à ce niveau-là. Donc si on baisse de 10 ou 15% de notre consommation, les autres, même s'ils arrivent au même niveau de consommation que nous, de toute façon, ça ne passe pas. Vous voyez bien que la question d'impact n'est pas la bonne approche. C'est une question d'équilibre et de trajectoire. Parler de trajectoire signifie qu'il y a un point de départ, un chemin et un point d'arrivée. Alors, où allons-nous? Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'alertes qui nous disent voilà, ça va être la fin, on va tous mourir. Alors, je vais vous donner un secret, en fait, c'est pas nouveau, on va tous mourir. J'y peux rien, c'est comme ça, quoi. En fait, on est condamné à mort le jour où on est, donc d'abord, c'est pas... La question, c'est comment on va mourir, quoi. Je veux aussi, sur ces questions, toutes ces alertes assez pénibles que l'on a aujourd'hui, qui ne proposent absolument aucune solution, qui, comme on a pu le voir depuis des années, ne servent même pas à se mettre en route, donc c'est pas la peine de se fatiguer. Je dirais, c'est même pas aussi d'ailleurs où nous allons, c'est où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on se dit, regardez les situations, l'humanité va énormément souffrir à cause du réchauffement climatique, j'ai arrêté un peu l'hypocrisie, quoi. Aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de personnes qui ne mangent pas correctement, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ce n'est pas les morts de faim, mais ils sont dans la malnutrition, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui sont, je crois que c'est quasiment les 2 tiers de l'humanité qui sont quand même dans des situations qui ne sont pas vraiment celles que nous avons aujourd'hui dans ce studio. Donc c'est pas demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc on nous dit ça va être grave demain. Non, c'est grave aujourd'hui. La question de la répartition, y compris la destruction des écosystèmes, qui amène des famines. Donc la première chose, où allons-nous, c'est regarder d'où nous partons. La deuxième chose, c'est que nous irons où nous voulons aller. C'est-à-dire qu'à force de dire que ça va être une catastrophe, ça s'appelle des prophéties autoréalisatrices. Dire oui, il va y avoir 2 degrés, ça va être la catastrophe. Il y aura 2 degrés, il y aura la catastrophe. Nous irons où nous décidons d'aller. C'est justement toute la puissance de l'homme, la différence fondamentale qu'il y a par rapport aux autres espèces, que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la vision qu'il peut avoir d'un monde à construire. Et se projeter sur un monde et après mettre des moyens qu'il va même inventer de manière totalement virtuelle pour les rendre réels. Donc nous irons où nous voulons aller. Donc moi je ne vais pas dire tous les scénarios possibles, je ne suis pas scientifique, je suis entrepreneur et puis combattant, c'est vraiment ce qui me caractérise. Et je vais dire où moi je veux aller, et je ne suis pas tout seul, on est quand même un certain nombre maintenant à aller dans cette direction-là, et la détermination nous permettra effectivement d'y aller. Je ne vais surtout dire, par rapport à le système aujourd'hui que nous avons, donc l'économie financière, le système dans lequel nous voulons vivre. Je ne sais pas si ce sera au niveau universel, mondial ou tout, en tout cas, on est capable de recréer un système où suffisamment de personnes peuvent travailler, je dirais, en harmonie avec le cosmos. C'est ce qu'on appelle l'économie vivante. C'est une économie qui revient sur l'étymologie de l'économie, qu'on peut dire aussi une économie de la maison commune, au sens, pour faire même une paraphrase du mot économique. Et de la même manière que l'économie financière nous a fait rêver depuis déjà 2-3 siècles en disant vous aurez le progrès et vous aurez le bonheur à cause justement de cette maximisation du profit, vous verrez à un moment tout le monde sera heureux, on reparlera du bonheur tout à l'heure, je pense que c'est vraiment une bonne question. Nous on se dit non, en fait c'est pas ça qui va créer notre harmonie et en tout cas nos propres équilibres internes ou en relation avec les autres, c'est cette économie vivante. Cette économie vivante, elle est basée sur 3 principes et c'est notre objectif, c'est la stratégie que nous voulons mettre en œuvre aujourd'hui. Le premier, c'est
que la finalité de l'économie, c'est la co-création de valeur avec les systèmes vivants. De reconnaître la dépendance de l'homme par rapport aux autres espèces et que, quelle que soit la technologie, en fait, en agriculture, etc., on travaille avec la vie, parce que jusqu'à présent, c'est la vie qui nous nourrit et qui nous permet de nous produire notre énergie. Donc, de mettre comme principe fondamental de l'économie, co-création de valeur avec les systèmes vivants. Ce qui ne remet pas en cause le fait que l'homme a un rôle très particulier dans le fonctionnement de la biosphère, je ne vais pas dire ni supérieur, ni au milieu, etc. En tout cas, il a un rôle original, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, on reconnaît cette dépendance, qui amène d'ailleurs à l'humilité, un autre terme sur lequel je vais revenir. La deuxième composante de cette définition, co-création de valeur avec les systèmes vivants, pour la production de biens et de services. Vous allez me dire, ah bah on y retourne, il faut produire du bien, production, etc. Attention, comme je suis à l'oral, je n'ai pas écrit, mais j'écris bien et services, les deux au singulier et avec une majuscule. De reconnaître que la finalité de l'économie, c'est la production du bien. Alors qu'est-ce que le bien? Justement, c'est des communautés ensemble qui vont décider ce qui est bon pour l'équilibre de la communauté. Mais déjà de considérer que nous allons rechercher le bien quand nous faisons de l'économie, et un bien qui est un bien commun, d'où la majuscule et le singulier, et le service, comme j'ai donné tout à l'heure, chaque espèce est au service, chaque service les unes des autres, eh bien oui, la finalité de l'économie, c'est le bien et le service. Ce qui n'empêche pas les échanges de biens et de services avec un petit b au pluriel. Et la troisième composante de la définition, c'est la juste répartition de la valeur créée. Considérer que la nature, la Terre, produit des biens qui ont une destination universelle pour tous les habitants de la Terre, qu'ils soient humains et non humains, sinon ça ne fonctionne pas, que ce soit la fourmi, l'insecte, le moineau, l'aigle ou l'homme. Si on n'a pas cette universalité du bénéfice des services produits par la vie, en fait, à un moment ou à un autre, ça crée les déséquilibres. Mais de mettre dans le principe même de l'économie la juste répartition de la valeur créée, c'est quelque chose de fondamental. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça c'est de la philosophie, c'est de la théorie. Oui, mais attention, après la question c'est comment est-ce qu'on le met en œuvre, et aujourd'hui, à chaque fois qu'on a des actions économiques, on se dit, est-ce que nous sommes d'accord, est-ce que ça colle avec ça? Alors, non, c'est pas simple, bien évidemment, mais en tout cas, ça fonctionne et ça avance. Voilà, l'objectif il est là, la trajectoire c'est de sortir d'un milieu qui crée des déséquilibres, parce que créant des tensions, faisant basculer l'ensemble de notre système social d'aujourd'hui, pour revenir à un véritable éco-socio-système, qui est le premier mot que tu as employé tout à l'heure, avec non pas deux systèmes qui fonctionnent les uns contre les autres, mais deux systèmes qui reviennent en harmonie. Je vais reprendre aussi, puisque je reviens sur mon passé un peu guerrier, aujourd'hui on est en guerre. Nous avons déclaré la guerre aux écosystèmes, on voit bien, il faut les maîtriser, etc. Alors quand vous déclarez la guerre à la vie, il vaut mieux pas gagner. Parce que finalement, la vie disparaît, on disparaît avec un petit peu ça le système. Donc retrouvons effectivement cette harmonie pour ne plus être en conflit. Donc la trajectoire, elle est là. Et tout ce que nous travaillons aujourd'hui comme exemple, comme expérimentation, donc enfin, je bosse avec des entrepreneurs et des agriculteurs, on n'est pas des scientifiques, c'est pas notre job, c'est simplement ça, c'est qu'est-ce que l'on fait, quoi. Ils sont toujours recalés dans ce principe d'économie vivante. Pour que l'on puisse bien comprendre ce principe de l'économie vivante, est-ce que tu auras un exemple d'application à nous raconter? Une expérimentation, alors d'abord, ce n'est pas une nouvelle économie, c'est celle d'il y a 8000 ans qu'on essaie de reconstituer, en essayant d'oublier l'intermède un petit peu stupide qu'on a eu là, ces derniers siècles. Alors, je vais revenir d'ailleurs, je dis avec humilité, parce que je ne sais pas si ça va marcher ce que l'on fait, en tout cas on essaye et puis on s'amuse bien, c'est déjà ça. Pour l'instant ça avance, mais bon c'est fragile, ça peut s'arrêter. Je reviens sur le mot humilité, parce que c'est vraiment fondamental dans cette démarche-là. Il faut voir d'où vient le mot humilité. Ça vient de l'humus. Humus qui veut dire la terre en latin, d'ailleurs c'est la même racine en grec. En fait c'est une question du retour à la terre, et je dirais aussi c'est la même racine que pour le mot homme. D'ailleurs, même dans la Bible, quand Adam, ça veut dire le glaiseux, et par la suite on dit l'homme, homo, c'est celui qui vient de la terre, c'est un peu ça, quoi. Donc la question de l'humilité, c'est retourner à la terre. Mais un autre point qui est intéressant dans le mot humus, c'est que justement, ce n'est pas que de la terre, parce que la terre peut être parfaitement stérile et morte, ce qu'on voit malheureusement d'ailleurs dans un certain nombre de territoires. Par contre, quand vous êtes dans la forêt,
et que tu prends une poignée d'humus et de la vie que tu as entre les mains, il y a plus de biomasse d'ailleurs dans le sol forestier qu'il y en a dans les arbres. Donc c'est une puissance de vie créatrice qui va permettre de pouvoir faire éclore les arbres, de pouvoir filtrer l'eau, de pouvoir je dirais même stocker l'eau, etc. Faire aussi de la communication, parce que les arbres communiquent ensemble par le biais de l'humus, par les champignons, etc. quoi. Donc voilà, je reviens à cette question d'humilité. Soyons prudents. L'exemple que je vais donner là, bon voilà, ça peut être fait ailleurs, ce n'est pas nouveau. Bon. Alors de quoi s'agit-il? C'est un exemple que nous faisons sur l'agriculture en Bretagne et sur la culture du blé noir. L'histoire, c'est que le blé noir couvrait la moitié de la surface de la Bretagne il y a quelques siècles. D'ailleurs, ce n'est pas du blé, ça s'appelle une polygonacée, donc ça fait des fleurs au moment de la floraison, juillet-août. On appelle ça le blé noir parce que ça a sauvé la Bretagne de la famine. On appelle ça aussi le blé de sarrasin, ce qui montre aussi que la mondialisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir peur des échanges internationaux, ça a toujours existé. Comment on les fait, après, c'est autre chose. Il se trouve que ça a quasiment disparu il y a 20-30 ans. Là, il y a des initiatives pour le relancer avec des identités géographiques protégées. On a quelques milliers d'hectares, entre 3 et 4 000 hectares de blé noir en ce moment en Bretagne. Mais pour produire les excellentes galettes de blé noir que nous faisons en Bretagne, si vous n'avez pas compris que j'étais breton, voilà, donc vous savez, il faut importer à peu près 70% du blé noir de l'étranger, en fonction des années, des marchés, Chine, Pologne, Ukraine, Lituanie, Canada. Et donc on a rencontré des industriels qui disent nous on voudrait, alors pour des questions de valeur, pour des questions de développement durable, pour des questions aussi commerciales, enfin tous ces arguments-là, mais essentiellement d'ailleurs pour un attachement à la terre, je préférais avoir du blé nord breton, ce serait quand même beaucoup plus sensé. Donc c'était une usine qui fabrique quand même qui a besoin de quelques milliers 1000 tonnes de farine par an pour fabriquer ces galettes. Il dit j'y arrive pas. En fait, on s'est retrouvé avec quelques-uns, donc une vraie communauté, et ça c'est un mot-clé véritablement, la question d'avoir des gens de confiance avec qui travailler, des agriculteurs, des agronomes indépendants, des scientifiques, des apiculteurs, des entrepreneurs, donc fabricants de galettes, des élus aussi, etc. Puis on dit on va essayer. En fait, le but c'est on fait petit, on tape. Vous voyez, c'est pas une bonne pratique, c'est on le fait parce qu'on va aller plus loin. C'est pas simplement de faire ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Et donc on a commencé. Au début, on a fait tout petit. Des surfaces de 3-4 hectares en se disant si jamais éventuellement il y a une perte, la perte on pourra se la partager. Et puis la première année on fait 40 hectares, la deuxième année on fait 110 hectares et la troisième année, cette année on fait 250 hectares. Alors c'est intéressant parce que tout le monde avait dit que c'était impossible. Faire pousser du blé noir, ça, on sait que ça marche, mais c'est pas possible parce que ce n'est pas rentable. À chaque fois que les industriels allaient voir les agriculteurs ou les négociants, puisque c'était eux qui faisaient l'intermédiaire, donc ce n'est pas possible, ce n'est pas rentable, ça ne paye pas les charges. Mais si jamais moi je le fais en 3 ans et qu'on arrive à faire 250 hectares, de manière mathématique, aucune entreprise ne peut travailler à perte. La finalité, ce n'est pas la maximisation du profit, mais le profit c'est quand même nécessaire. C'est indispensable pour ne pas couler, quoi. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Alors on se dit, tiens, c'est étonnant, l'agriculteur est content, l'industriel est content, les voisins sont contents parce que il y a des fleurs en juillet-août, mais en plus, il n'y a pas besoin d'engrais pour le blé noir, il n'y a pas besoin de produits phytosanitaires. Donc les voisins, c'est quand même effectivement plus agréable à choisir. Les abeilles sont contentes, les touristes sont contents aussi, les écosystèmes dans l'ensemble sont contents parce qu'il y a plus de pollinisateurs, tout fonctionne correctement. Et donc, du coup, l'élu, le maire du village, ça correspond, le système fonctionne, donc pas de souci. Pourquoi ce n'était pas possible avant? Alors là, on se pose la question, et on n'est pas, je dis, on l'a fait avec sans soutien particulier, on l'a fait vraiment avec du bénévolat au départ. Et en fait, quand on revient à la finalité de l'économie vivante par rapport à l'économie financière, tout s'explique avec ça. Dans le principe de l'économie financière, finalité, maximisation du profit. Je suis négociant, je suis gestionnaire, gérant de négoce, de produits agricoles. Et donc en fait, c'est moi qui vais acheter, et donc c'est moi qui vais donner l'ordre de production à l'agriculteur. Donc si je suis dans un système d'économie financière, je vais regarder quelle va être la maximisation du profit. Je vais donner l'ordre à l'agriculteur, même si c'est pas comme ça que ça se passe, mais dans la pratique, si l'agriculteur produit et que personne n'achète, en fait, il va couler assez rapidement. Donc l'agriculteur fera ce que je vais lui acheter, donc ce que je lui demande. Et j'ai le choix, moi, négociant,
gérant d'un négoce de céréales, je dirais, ou de produits agricoles dans l'économie financière, j'ai le choix entre du blé noir et puis une autre production, le maïs ou le blé, disons par exemple. Je n'ai pas le droit de faire autre chose que de maximiser mon profit, parce que c'est la règle. Et donc, si je fais du blé, je vais faire des marges assez conséquentes sur les semences, qui ont été quand même pas mal améliorées depuis quand même quelques temps. Je vais faire des marges sur les engrais que je vais vendre, qu'en général les négociants vendent aussi des produits annexes, comme les engrais et les phytosanitaires, donc je ferai aussi des marges sur les phytosanitaires, et surtout je vais faire aussi des marges assez conséquentes sur la spéculation, parce qu'une tonne de blé aujourd'hui sur le marché international, ça se vend avec des logiciels qui travaillent, je crois, à l'ordre de la nanoseconde, ça se vend jusqu'à 30-40 fois sur le marché mondial, et on peut le vendre au meilleur moment, etc., etc. Par contre, avec le blé noir, j'ai très peu de marge sur la semence, parce qu'elle n'a pas été tellement améliorée. J'ai pas de vente de produits, qu'ils soient phytosanitaires ou engrais, et j'ai pas une spéculation qui est du même niveau que celle du blé. Il n'y a pas les mêmes tensions, offre et demande dans la main soi-disant invisible du marché. Et donc, en tant que négociant, si moi je dois maximiser mon profit, en fait, je vais demander du blé plutôt que du blé noir. C'est mathématique. En disant ça, je ne porte pas de jugement de valeur. J'explique ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Tant qu'on décide que la finalité, c'est la maximisation du profit, on ne peut pas avoir d'autre chose. Tant qu'on décide que le fonctionnement du monde, c'est la compétition, on ne peut pas avoir autre chose. Ce qui est question de compétition, je ne l'ai pas évoqué, mais je t'ai dit tout à l'heure que la nature, c'était la relation et la diversité, alors que la compétition, bien évidemment, va limiter la diversité par la force des choses, quoi. Donc ce système-là démontre justement sur un exemple très concret qu'on peut sortir du modèle à partir du moment où on s'associe avec des acteurs en qui on a confiance. Pourquoi est-ce que ça a fonctionné? En fait, on en revient même au cœur et à la nature de l'humanité. Ça fonctionne parce qu'on a bossé avec des gens en qui on a confiance. Des gens avec qui on partage des valeurs, qui sont des valeurs de loyauté, de fidélité, qui vont être une forme d'honneur, qui vont être le fait de dire qu'on vit sur le même territoire, on a intérêt à ce que ça se passe bien pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et donc voilà un exemple très concret d'application de l'économie vivante, quoi. Alors, question peut-être un peu naïve, mais si le système actuel, donc le système à finalité financière qui fait fonctionner notre monde, nous amène dans une impasse, alors pourquoi est-ce qu'on ne le change pas? Pourquoi on ne change pas les choses? Pourquoi et puis quel peut être le rôle des politiques, par exemple, dans ce changement? Alors, il y a deux éléments. Il y a le rôle des politiques et puis effectivement pourquoi le système ne change pas. Enfin, les deux sont complètement liés. En fait, le système a été conçu pour être lui-même résilient. Donc, avoir ses propres boucles de rétroaction qui permettent de revenir toujours sur l'équilibre. D'une part, parce que ceux qui dirigent ce système n'ont pas intérêt à ce que l'on change. Comme j'ai dit tout à l'heure, en changeant sur le blé noir, le négociant devra trouver des moyens de créer de la valeur d'une autre manière. Je ne dis pas qu'il est mauvais le négociant, attention, je dis simplement qu'il respecte les règles. Par contre, dans un système d'économie vivante, bien évidemment, il faudra qu'il trouve d'autres types de services, et ça, beaucoup de personnes ne veulent pas. Aujourd'hui, le système financier a été conçu exactement comme un parasite. De manière biologique, j'aime beaucoup la bio-inspiration. Qu'est-ce que c'est un parasite de manière biologique? C'est un être indépendant qui vient se fixer sur un autre être et qui pompe sa valeur. Donc grosso modo, un être qui est sain, qui va récupérer l'énergie de la nourriture, du soleil, etc., etc., il se met dessus, il pompe la valeur, et puis soit il détruit l'organisme hôte, donc il meurt, après il va se mettre sur un autre, ou de temps en temps le parasite meurt aussi avec l'organisme hôte. Mais c'est intéressant de bien comprendre cette notion de parasite qui se fixe sur un équilibre, un système, donc d'une certaine manière, qui lui pompe sa valeur. Aujourd'hui, le système financier d'économie financière, a été organisé pour aller pomper la valeur créée par la Terre et par les hommes, et pour le faire remonter. C'est un système qui est très efficace, qui fonctionne bien, c'est normal, parce qu'ils font exactement ce qu'ils ont dit, il n'y a absolument pas de complot. Quand tu lis leurs ouvrages, ils disent voilà ce que l'on va faire, et on aura le bien-être de l'humanité, enfin d'une partie de l'humanité, en supposant que l'autre partie meurt, parce que sinon on n'aura pas que des gens heureux quand même. Et cette question de pomper fonctionne bien, parce qu'aujourd'hui, les 19 personnes les plus riches possèdent plus que les 2,5 milliards les plus pauvres. Puis après, je crois que c'est les 80 les plus riches possèdent plus que la moitié de la population mondiale. Donc on voit bien que la question de la captation de valeur est pour des gens qui n'ont pas beaucoup travaillé de leurs mains, donc en faisant travailler les autres. Eux, ils n'ont absolument pas intérêt
à travailler sur l'économie vivante. Un autre exemple aussi, il y a quelques années, c'est en 2008, il y avait une étude qui a été faite par Pavan Sukhdev, qui était un banquier, qui avait fait ça pour l'OCDE, et qui avait expliqué qu'en 2050, il faudra dépenser 2000 milliards de dollars pour remplacer les services qui sont produits gratuitement par les écosystèmes. L'épuration de l'eau, la régulation des climats, l'alimentation phréatique, la fertilité des sols, la pollinisation, etc. 2000 milliards. Alors à l'époque, on s'est dit, c'est génial, on a compris, ça coûte 2000 milliards, donc nos politiques vont enfin comprendre qu'il va falloir effectivement changer les choses. Mais en fait, non, c'est l'inverse qui se passe. Parce que c'est 2000 milliards de business dont je te parle là. Objectivement, là, ils viennent de sortir les drones pollinisateurs. Et je dirais qu'à la rigueur, si moi je suis un fabricant de machines dans le principe de l'économie vivante, de l'économie financière, qui est considérée comme amorale, donc je n'ai pas à me mettre de considération morale, eh bien les pollinisateurs disparaissent, ok, opportunité de business. Donc je fais des drones pollinisateurs et je vais effectivement les mettre en place. Donc en fait, le système a été conçu pour systématiquement se baser sur la compétition. Mais attention, et là, c'est peut-être la chose la plus importante de ce que je vais te dire, c'est que souvent, alors tout le monde est d'accord, oui, ça on sait déjà, les gros, ils veulent maximiser leurs profits. Non, mais je ne parle pas des gros là, je parle de nous consommateurs. Parce que les entreprises n'existent que parce que nous on bouffe, que parce que nous on consomme, parce qu'on achète des fringues, parce qu'on achète des iPhones, etc. etc. quoi. Donc nous-mêmes, nous avons été conditionnés pour nous déclarer indépendants par rapport à la société, par rapport à la vie, etc. Et donc, en fait, nous sommes tous ces maillons qui faisons fonctionner le système. Et donc, on en revient à ces questions des bonnes pratiques, où grand monde n'a envie de changer aujourd'hui, parce qu'on a quand même, attention, une petite partie de l'humanité, il faut quand même bien faire la part des choses. Disons 10 à 15% de l'humanité avons un confort assez extraordinaire, que l'humanité n'a quasiment jamais connu, une sécurité aussi, santé, l'alimentation, les vêtements, etc. etc. quoi. Donc, en fait, là, on va venir sur un autre système où tout est fait pour que chacun à son niveau essaie de garder sa petite parcelle de pouvoir. Donc, le système est extrêmement résilient. Et cette résilience explique les difficultés qu'on peut avoir, et j'en reviens à la question de saut quantique, on ne fera pas évoluer ce système-là, il faut aller en construire un ailleurs, c'est-à-dire sortir du milieu du système pour ne plus prendre part à ses vices, le laisser fonctionner parce qu'accessoirement, il nous nourrit aujourd'hui, et je lui reconnais cette efficacité de nous nourrir, de nous vêtir, c'est un système qui fonctionne, attention, il n'est pas que mauvais, mais il y a des éléments qui sont trop mauvais, de reconstruire progressivement notre système à côté. Alors pourquoi les hommes politiques ne bougent pas aujourd'hui? Parce qu'ils sont les enfants de ce système-là. D'abord à l'école, on les a abreuvés de cette question de croissance, de PIB, etc. Il n'y a que ça qui peut marcher, qui n'est pas compatible avec le fonctionnement des systèmes vivants. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la corruption, etc. Enfin, on pourra en parler, mais il y a d'autres personnes qui en parlent plus que moi. Ça ne porte pas beaucoup d'intérêt. La question, c'est les choses positives, c'est pas d'aller critiquer tout ça, mais il y en a bien évidemment un petit peu. Et que toutes ces questions de fonctionnement même de notre société n'existent que parce qu'on est sur le système financier. Je vais prendre un autre exemple, la question de la valeur ajoutée, donc la croissance. Alors d'une part, moi je ne suis pas décroissant pour une raison très simple, c'est que la vie est un système qui est en croissance permanente. Il suffit de voir le nombre d'espèces, alors même si ça décroît un petit peu aujourd'hui, ça va s'arrêter bien évidemment, mais il y a eu une croissance des espèces de manière exponentielle depuis l'origine, donc ce n'est pas encore une fois la question de croissance ou décroissance, c'est une question effectivement d'équilibre. Par contre, on a un vrai problème avec la valeur ajoutée, c'est de considérer la richesse et par un raccourci que je ne me suis jamais expliqué, mais de dire que valeur ajoutée et richesse égale bonheur, ce qui pour l'instant ça n'a pas été démontré. Mais donc voilà, si vous voulez être bien, vous devez avoir cette croissance, on travaille sur la valeur ajoutée. Tout le système fiscal est basé sur la valeur ajoutée. Donc même si les hommes politiques disait maintenant il faut baisser la valeur ajoutée, donc c'est cette question de plus-value financière, en fait ils détruisent complètement le fonctionnement de l'État. Donc à moins de changer un certain nombre de référentiels dans le fonctionnement des institutions, en te disant ça, je veux te dire que ce n'est pas que les hommes politiques, c'est le système lui-même. Alors sans parler qu'au niveau européen ou international, la question de l'économie financière est considérée comme le dogme, donc on n'en sort pas de toute façon. L'Europe c'est très très net là-dessus, quoi. Donc je ne pense pas, en fait, de la même manière que les bonnes pratiques ne vont pas nous permettre de sortir de l'impasse dans laquelle nous allons en pleine vitesse, de la même manière, les politiques ne le feront pas. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles, et il y a un certain nombre, bien évidemment, encore heureux, l'État est utile pour des questions de sécurité, pour des questions de logistique, enfin de donner les moyens effectivement de vivre, mais ce n'est pas à eux de faire. N'oublions pas qu'ils sont à notre service, en tant que peuple, c'est ce qu'on appelle une démocratie, donc ce n'est pas à eux de nous dire effectivement quoi faire. Et c'est d'ailleurs ce principe qu'on appelle la subsidiarité,
qui est de laisser agir aux plus petits échelons, à partir du moment où il y a une vision commune, et que l'échelon au-dessus, donc l'échelon politique, c'est celui de la suppléance, qui va venir aider les acteurs de terrain à pouvoir réaliser le destin commun. Donc non, je ne pense absolument pas toutes les grandes conférences, les grandes réflexions, les grands programmes, ok, c'est très bien, et qui continuent à le faire, ça ne fera pas de mal, c'est comme ce que tu évoquais tout à l'heure, éviter, réduire, compenser, ça limite le dégât, ça freine, mais ça ne fait que freiner. Mais ça ne changera pas, ça ne fera pas le saut quantique, ça ne fera pas le changement de paradigme, quoi. Alors, une seule solution, la révolution. Exactement. Et cette révolution, tu peux nous en parler un peu davantage? Ouais. Surtout, je reviens à mon origine. Je l'ai dit dès le départ, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté. Ayant fréquenté les Balkans dans les heures un petit peu pénibles, donc entre autres le siège de Sarajevo, etc., le principal combat qu'il faut mener aujourd'hui, c'est celui pour la paix. La paix, c'est certainement la plus grande richesse que nous ayons. En fait, je ne peux pas dire ce que c'est que le bonheur, ça dépend effectivement de chacun. Par contre, je peux dire ce que c'est que le malheur. Quand on voit effectivement une guerre civile avec tout ce que ça peut effectivement générer, et que l'absence de paix, alors quand je dis la paix, c'est la paix entre les personnes, mais c'est aussi la paix intérieure. C'est vraiment deux éléments constitutifs de l'harmonie de l'être et de l'harmonie des civilisations. Et donc aujourd'hui, c'est un point qui est vraiment essentiel, ce qui veut dire que quand je dis révolution, ça ne veut pas dire la violence, ça ne veut pas dire la table rase, ça ne veut pas dire la révolte. Et d'ailleurs, il faut lutter à titre personnel contre la révolte. Parce que la révolte, ça nous bouffe, ça nous empêche d'agir. D'ailleurs, un bon combattant, c'est quelqu'un qui agit sans passion et sans haine. C'est très difficile, mais c'est vraiment un effort de discipline intellectuelle, de discipline morale, de discipline émotionnelle pour être capable de travailler sans révolte. Donc la révolution, ce n'est pas la table rase. Et j'insiste vraiment là-dessus. J'ai dit, le système aujourd'hui ne fonctionne pas, mais il nous a apporté du bien. Enfin, encore une fois, une petite partie de l'humanité, mais par contre, il va dans une impasse. Il n'est pas acceptable, entre autres, pour des considérations qui sont effectivement d'ordre moral, enfin d'ordre d'humanité. Donc on ne le détruit pas, on en reconstruit effectivement un autre à côté. C'est ça, cette révolution-là. De la même manière que la révolution néolithique, à mon avis, c'est la principale référence que nous puissions avoir, donc celle de la révolution agricole, où l'humanité sort d'une existence nomade dans la forêt pour aller cultiver et élever, c'est du même ordre de grandeur. Donc c'est bien une révolution. Bon. Elle est à la fois pacifique, mais pour la paix. C'est vraiment ça qui est important. Et on voit bien aujourd'hui, en tout cas en France, qu'il y a de plus en plus de tensions. Et il n'y a pas que des tensions verbales. On voit à peu près les tensions aussi internationales par l'immigration, les tensions dans certains quartiers, et les tensions dans les entreprises, on le voit partout. Bon, donc la question de la paix, elle est vraiment essentielle. Donc cette révolution, c'est la révolution de l'économie vivante. Je dirais même, pour simplifier, il y a plein de théories aujourd'hui sur le nombre de révolutions que l'humanité a connues. Je dis, bon, moi, j'en vois deux pour l'instant. La révolution néolithique et agricole, il y a eu 6-8 000 ans. La révolution énergétique et industrielle, on a récupéré le charbon et le pétrole, et qui a donc 300 ans à peu près. Et là, aujourd'hui, c'est la révolution de la vie qui va réconcilier justement l'intelligence de l'homme avec les écosystèmes. Il faut être radical. Ce qui effectivement fait peur, on me dit « Ah Patrice, arrête de parler de révolution, tu fais peur ». Je dis « Mais c'est pas parce qu'il y a eu des révolutions qui ont tout cassé, qui n'ont pas apporté grand-chose d'ailleurs en cassant tout, qu'il faut prendre la même chose, bien au contraire, quoi. Et c'est maintenant que ça se passe, la révolution de toute façon elle a déjà lieu. Il suffit de voir entre la révolution numérique, entre la révolution migratoire, entre la révolution climatique, entre la révolution démographique, entre tout ce que l'on peut avoir aujourd'hui, mais celle de la technologie, à mon avis, est le plus important, parce qu'elle change de manière de penser. Il y a un certain nombre de révolutions qui sont en jeu. Aujourd'hui, il faut les accompagner. Être révolutionnaire, ça ne veut pas dire, encore une fois, tout casser ou créer une révolution, c'est comprendre les signaux faibles et les signaux forts du monde pour accompagner ces révolutions, récupérer la puissance qui existe par toutes les révolutions que je viens de citer, entre la révolution technologique et la révolution migratoire. Il y a de la force, il y a de la puissance. Comment est-ce qu'on peut effectivement mettre ça ensemble pour retrouver une voie d'harmonie? Mais le point vraiment important, j'ai parlé de la paix, donc pour répondre à ta question, et je vais parler d'humanité aussi, parce que très souvent, on a les oiseaux de mauvais augure là, qui nous disent il faut sauver l'humanité. Bon, alors je vous rassure, l'humanité, elle n'a rien à craindre, hein, si tu veux. Oui, il y a des gens qui vont survivre, et ce sera d'ailleurs, on peut savoir à peu près qui c'est, ceux qui ont le pouvoir, qui sont capables d'avoir des champs, de la technologie, etc. Alors, combien vont survivre? En fait, ça n'a pas une très très grande importance, toutes ces questions-là, quoi. Ce n'est pas l'humanité qu'il faut suivre, c'est notre humanité. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, c'est quoi un homme? On en revient au transhumanisme dont je parlais tout à l'heure. Si on n'est pas capable de construire l'avenir avec des valeurs communes et partagées, et qui sont dans le don et dans l'altruisme, en fait, il n'y a pas d'avenir possible. Et la révolution, c'est exactement à ce niveau-là qu'elle se situe. Une révolution de l'humanité
pour notre humanité et non pas pour sauver l'humanité. C'est pas du tout la même chose. Et pour ça, je vais revenir en termes de bonheur. Parce qu'en fait, les tenants de l'économie financière nous promettent depuis 3 siècles que justement, enfin, à un moment ou à un autre, qu'on aura tout dérégulé, parce que c'est un petit peu leur pari, la main invisible du marché permettra de faire ruisseler les richesses créées sur l'ensemble d'un monde parfait, etc. Donc on voit bien que c'est pas forcément ce qui se passe. Mais on a dit, vous inquiétez pas, vous allez trouver le bonheur. Toutes les 30 glorieuses, c'est ça, cette course au bonheur. Sommes-nous heureux? Alors en fait, encore une fois, le bonheur, c'est très personnel. Par contre, moi, j'ai quelques signes quand même. Le premier signe, c'est que la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs en France. Si on est obligé de prendre ce genre de saleté pour être heureux, ça pose quand même un vrai sujet. Deuxième chose, fort malheureusement, c'est peut-être le plus grand scandale de notre civilisation, c'est que la cause, enfin en tout cas en France, la cause majeure de mortalité des jeunes, c'est le suicide. Des gens qui sont promis à l'avenir, des jeunes qui sont promis à la création, qui sont promis à l'amour, qui sont promis à construire ensemble, mettent fin à leur vie. Aujourd'hui, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps sur les sapeurs-pompiers de Paris qui disent que nous intervenons de plus en plus sur justement des cas de suicide ou de tentatives de suicide. Après, je ne parle pas de tout ce qu'il peut y avoir comme stress, comme burn-out, comme bore-out, comme etc., etc. Enfin, il suffit de regarder à la fois autour de nous ou à la télé. Donc, la question du bonheur, elle est à peu près essentielle. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin d'être scientifique et de faire de grandes études pour me démontrer que l'illusion que j'ai évoquée tout à l'heure d'indépendance de l'homme, c'est aussi une illusion de la recherche du bonheur. Ça ne marche pas. Et plus on y va, pire c'est. Plus nous avons de choses à notre disposition de consommation, pire c'est. Et en fait, c'est pas tellement étrange quand on regarde la sagesse des anciens. Depuis les philosophes grecs enfin, un auteur que j'aime beaucoup, Saint-Exupéry, qui parle vraiment de cette force de l'homme, de la responsabilité, du don, etc. Il n'y a de bonheur possible que dans la relation humaine, dans la relation aussi même avec le cosmos, avec la planète, et en fait dans le don, dans le service, dans l'altruisme. Il suffit de voir dans une famille, hein, c'est vraiment comme ça qu'on peut le revoir, c'est pas les familles les plus riches qui sont forcément les plus heureuses. C'est donc même des fois certaines qui sont obligées de partager arrivent à des relations et des comportements. Donc la révolution que nous avons à mener aujourd'hui, c'est une révolution de l'humanité et c'est une révolution avant tout justement sur le don, l'altruisme, le service et y compris les sacrifices, hein, qui sont des termes qu'on emploie très peu. Alors des fois on me dit ouais, mais ton truc là c'est bien beau, t'es utopiste. Je dis bon d'accord, c'est possible, mais encore une fois, je ne suis pas le seul à le dire, aucun changement ne s'est fait sur un départ d'utopie, parce que aujourd'hui être utopiste d'ailleurs, c'est à mon avis croire que le monde dans lequel nous vivons va continuer à assurer notre sécurité, notre bonheur. Hein. Ça pour le coup c'est de la véritable utopie, quoi. La deuxième chose, c'est que des fois on me dit oh mais t'es un bisounours. Alors ça c'est le coup classique quand on veut disqualifier quelqu'un, on dit t'es un bisounours. Alors, je vais me remettre en tout de combat, puis vous allez voir comment va se comporter le bisounours, hein, ça va être... non. En fait, j'ai vu ce que c'est que la nature humaine. J'ai travaillé dans les charniers, j'ai travaillé dans les procès pour crimes de guerre, etc. Je vois à peu près ce que l'homme est capable de faire. Cependant, mon expérience, alors indépendamment du cadre militaire de la Légion étrangère, j'ai connu dans cette famille, c'est une véritable famille, la Légion étrangère, cette capacité d'homme à donner, pour les uns pour les autres, à avoir des valeurs communes, à être dans la solidarité, à être dans la confiance les uns avec les autres. Alors tout le monde n'est pas parfait, hein. La bêtise, la malhonnêteté est à peu près uniformément partagée dans toutes les sphères humaines. Non, je suis très confiant parce que j'ai connu ça dans les relations humaines. J'ai vu des personnes qui, étant déterminées, étaient capables d'intervenir. Et quand j'étais en Bosnie avec les légionnaires, c'était en casque bleu, donc on n'était pas du tout sur une mission de combat. Des questions qui étaient véritablement humanitaires, dans des conditions absolument extrêmes. Donc c'est possible. Cette affaire de dire que l'homme va commencer par travailler sur son nombril avant de penser aux éléments, ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est une aberration totale. L'humanité ne serait pas là si ça avait été comme ça. Et moi j'ai vu des hommes qui ont risqué leur vie pour les autres et qui savaient, c'était de manière raisonnée. Donc la pyramide de Maslow, c'est l'inverse. C'est au contraire notre humanité qui va nous permettre de nous projeter, de nous donner les uns aux autres pour se dire c'est comme ça qu'on trouvera effectivement le bonheur, quoi. Donc voilà, cette révolution, c'est à ce niveau-là qu'elle se situe, mais ça donne une telle puissance créatrice. On retrouve de l'intelligence collective, une telle puissance aussi pour encaisser la résilience, elle est dans le fait de se prendre des coups, de se dire bon bah allez c'est pas grave, on monte à l'assaut, hein, comme dans un bon match de rugby, quoi. Qu'on a cette capacité de faire le saut quantique et de changer d'état et de changer de paradigme. Alors une question que l'on se pose certainement tous, c'est comment chacun peut-il trouver sa place dans ce modèle systémique ? C'est la notion de tribu. En fait, tout seul, personne ne peut rien.
Nul ne se suffit à lui-même, je répète la phrase du tout à l'heure, aucune espèce ne se suffit à elle-même, elle n'existe qu'en interdépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Donc la question de service est véritablement essentielle. Je vais prendre une petite anecdote aussi, en fait il faut reconstituer des communautés. Le truc le plus important, c'est ce que nous on va essayer de faire, donc tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus, c'est une première piste de rejoindre Utopia dont je parlais effectivement tout à l'heure, mais c'est une conférence qu'on trouve sur internet, partant d'un épisode en Afghanistan, où c'est un capitaine des Rangers, les Rangers c'est une unité de combat d'élite américaine, qui est pris dans une embuscade. Et le capitaine évacue un de ses hommes, et au moment de le mettre dans l'hélicoptère, il l'embrasse. Et le pilote de l'hélicoptère, qui avait une GoPro sur le casque, observe ça. Et il trouve ça assez étrange. Le capitaine, qui est celui qui commandait l'unité, en fait, ce sont des hommes qui sont par la force violents, puisque c'est quand même le métier qu'ils pratiquent, qui est cette relation assez fusionnelle entre eux, alors qu'ils sortent effectivement d'un moment très très difficile. Et il a évacué ses hommes, donc il y a une question aussi de don de soi, quoi. Et le conférencier dit, bah oui, en fait, quand on leur demande, ils disent, on a l'impression que ce sont tous les hommes extraordinaires qui sont capables de faire des choses extraordinaires qui sont là. Et en fait, non. La seule chose qu'il dit, c'est, je l'ai fait pour lui, parce que lui, il aurait fait la même chose pour moi. Et ça, c'est vraiment essentiel, c'est de reconstituer cette question de tribu. Je parlerai tout à l'heure de l'école des systèmes vivants, des expériences de nature que l'on fait. En termes généraux, quand on va au milieu de la forêt ou de la nature avec des groupes, on essaie de trouver des traces de l'humanité d'autrefois, donc des dolmens, des menhirs. Alors, en Bretagne, ça pousse quand même pas mal, pour bien réfléchir à cette notion-là. Quand les premières tribus ont existé avec une adversité qui était beaucoup plus apparente que celle d'aujourd'hui, aujourd'hui il y a une adversité mais on la voit un petit peu moins, c'est les questions du don réciproque qui créent effectivement la sécurité. Donc pour répondre à ta question, c'est créer des communautés, créer des tribus, mais pas qu'ils soient isolés. Il ne s'agit pas de refaire les Amish et puis de se mettre dans un coin et de rien faire, qu'ils soient avec cette vision, on se met ensemble, parce qu'on veut progresser sur l'économie vivante. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec un certain nombre de partenaires, de compagnons aujourd'hui, de tester, puis d'essayer, puis de se planter. Mais une de mes amies qui dit quand ça se plante, ça pousse. C'est une très belle métaphore par rapport aux plantes. Oui, il faut se planter pour que ça pousse, quoi. Donc la première chose, c'est de se réunir dans la diversité. Que si vous mettez tous les écolos ensemble ou tous les mecs de gauche ensemble, ça c'est des choses qui ne doivent plus exister, ce genre de considération. Dans la différence de culture et dans la différence d'expérience, comme d'ailleurs j'ai pu le vivre à la Légion, d'être capable de se mettre ensemble. Et après de se dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Quelle société voulons-nous? Et là, on a un rôle politique, qui n'est pas le rôle des partis. Et on peut faire des micro-sociétés au sein de l'État de ce que l'on a aujourd'hui, c'est de refaire des petits, des groupes indépendants, dépendants de la nature, mais indépendants du système de plus en plus. Et là, on commencera à avoir de l'économie. On pourra travailler sur les modes de consommation de manière globale. Là, on pourra refaire de l'économie dite de fonctionnalité, c'est-à-dire de vendre des services plutôt que de vendre des biens. Mais à partir du moment où on a confiance les uns dans les autres, et qu'en plus on a envie de s'amuser ensemble, c'est beaucoup plus facile, ça devient naturel. L'économie circulaire sera la conséquence de l'interrelation humaine entre les personnes et entre les entreprises, beaucoup plus que quelque chose qui est décrété par le haut, parce que ça deviendra complètement évident. Donc pour chaque personne, c'est d'avoir la conviction. Alors, première chose, pour répondre exactement à ta question, avoir la conviction qu'il faut changer parce que ce sera mieux après. C'est pas parce qu'on a peur et c'est pas parce qu'on va tous mourir, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le plus grave, mais parce qu'on a envie de s'amuser et parce qu'on va vraiment créer quelque chose qui va avoir de la gueule, c'est à peu près ça. La deuxième chose, c'est que ça nécessite un engagement radical. On peut pas le faire à moitié. Pas de passager clandestin, il n'y a pas quelqu'un qui vient en disant voilà, moi je rame une fois tous les 3 jours, puis le reste du temps, non, on y va. Et sinon, restez dans l'économie financière, elle continuera à vous nourrir, il n'y a pas de problème. Vous assumez après si vous prenez des antidépresseurs, c'est pas mon problème. Par contre, camarade, tu viens avec nous, tu participes à la manœuvre, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, cette question de radicalité dans l'engagement. Et puis le troisième point, c'est de ne pas avoir peur et de se dire oui, on peut changer l'économie. L'économie n'a pas arrêté de changer depuis le néolithique parce que des hommes ont décidé de faire autrement. C'est jamais du hasard. L'économie financière que l'on a, je n'ai pas le temps de reprendre toute l'historique entre la conférence du Mont Pèlerin, le consensus de Washington, la pensée de Smith, Ricardo, etc. Enfin, il y a eu une réflexion, on dit ça nous semble bien. D'ailleurs, ils sont sincères, je pense qu'ils étaient même, ça aurait pu marcher, ça n'a pas marché, ok, on fait autre chose. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir y aller. Mais sans constitution de groupe solide, confiant, avec une unité dans le groupe et pour travailler sur cette économie vivante, c'est très très difficile de manière indépendante. Et là, toutes les bonnes pratiques auront un sens. La pratique que je fais, elle est au service des autres. On revient à cette question de service. Question de responsabilité aussi, qui est essentielle. C'est plus simplement je trie mes déchets parce que du coup j'ai moins... Non, c'est je participe éventuellement à un organisme global d'économie.
communautaire, coopérative. Après, il y a différents modèles juridiques, hein, je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre. Et ce qui est intéressant dans cette réflexion-là, c'est que je sors complètement des clivages habituels. Le marxisme, il faut arrêter, quoi, ça fait trop de morts cette affaire-là. Chaque fois qu'on a essayé, voilà, le fascisme, c'est à peu près pareil. Bon, on a testé, ça ne fonctionne pas, quoi, c'est bon, on arrête, quoi. Mais par contre, pour moi, ces idées-là ne sont pas extérieures, il n'y a pas de changement de paradigme. On est toujours dans les questions de rivalité, de compétition. Donc sortons complètement de ça, on laisse tomber ces philosophies qui n'ont pas été très productives au XXe siècle pour revenir sur des groupes. La réponse, elle est vraiment ça, c'est des groupes ensemble avec une vision commune et la capacité aussi de se dire les choses de manière des fois franche, donc ce qui veut dire peut-être des fois brutale, mais dans ce principe de réalité et de vérité, quoi. D'accord. Alors tu as mentionné un peu plus tôt Utopia. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit? Alors pour l'instant, c'est une idée et qui prendra forme et corps, qui est en train de prendre corps d'ailleurs, en faisant ce qui va exister. Alors sur le plan juridique, c'est une association, donc on s'en fiche complètement, parce que ça veut dire que c'est purement virtuel. C'est ce qui, pour nous, va chapeauter toutes ces initiatives et les différentes tribus que l'on veut faire. Nous, on a capitalisé depuis quelques années un certain nombre d'expériences, d'enseignements, d'échanges avec un certain nombre de scientifiques, d'entrepreneurs, d'agriculteurs, etc. Donc on n'est pas meilleur que les autres, disons qu'on a travaillé depuis quelques temps. Et que donc on a ce modèle qui existe, qui est celui de l'économie vivante. Donc Utopia, ce serait pour nous le garant de l'économie vivante, qui ne va pas dire ce qu'il faut faire, parce que sinon on reviendra sur un système hiérarchique qui ne fonctionne pas, mais qui va être capable de valider et d'accompagner des projets en disant « Ok, vous êtes bien dans cette logique d'économie vivante, vous êtes ce qu'on appelle E-compatible ». Alors E, c'est OE collé compatible, c'est-à-dire compatible avec le fonctionnement des systèmes vivants. Et encore là, j'ai dit compatible, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'impact. On peut très bien être compatible avec des impacts, mais des déséquilibres qui permettent de travailler. Donc en fait, c'est un think tank d'outank, pour prendre des anglicistes, disons que c'est un laboratoire ou un incubateur d'idées, mais qui soit aussi un incubateur d'actions. Donc d'une part, de faire foisonner les actions, de récupérer tout ce qui a existé d'ailleurs dans le patrimoine de l'humanité et tout ce qui existe aujourd'hui, parce que, alors, prenons le terme d'humilité, on n'a absolument pas la prétention d'avoir la vérité, on a juste la prétention de dire on sait où on veut aller. Donc nous, on y va, après ceux qui veulent venir viennent avec nous. Donc Utopia a pour objectif de fédérer ça. Je l'ai dit tout à l'heure, les bonnes pratiques n'ont pas de sens s'il n'y a pas une vision. Eh bien, Utopia va permettre d'élaborer la vision. Donc là, avec le groupe, on est quelques-uns à l'avoir fait depuis une dizaine d'années, on a déjà écrit un certain nombre de choses, et ça va évoluer essentiellement en fonction de nos échecs. On est entrepreneur, donc on essaye, on se plante, on recommence à côté, c'est comme ça que fonctionne la vie, quoi. Donc voilà, c'est ce qui va pour nous porter la révolution, en tout cas cette partie-là de la révolution, qui permettra de fédérer les différentes actions et surtout de mutualiser. J'ai pris l'exemple du blé noir qui est tout petit, mais il peut en avoir plein à droite à gauche. Par contre, quelqu'un sur un territoire qui dit ben voilà, moi je veux créer un groupe sur l'économie vivante et un groupe qui soit lié à Utopia, et j'ai une base de données. Par contre, je peux me référer à un système avec une forme de contrôle aussi, sur lesquels les gens qui ont déjà fait me dire ok, là tu ne te trompes pas, parce que ça on l'a déjà fait, ça fonctionne. Par contre, si tu vas là, tu vas te planter, puis là pour le coup c'est pas compatible, soit avec notre humanité, soit avec les systèmes vivants, quoi. Alors, en parlant de compatibilité, pour quelqu'un qui souhaiterait par exemple monter son projet, être dans une logique d'économie vivante, est-ce que tu pourrais reprendre les principes majeurs de compatibilité pour un entrepreneur? Alors, ce serait les éléments de... Alors, je vais donner deux choses. Je vais rappeler les principes et ensuite je vais revenir sur la méthode. La méthode est sur ce qu'on a expérimenté depuis quelques temps. Et c'est deux choses qui sont complémentaires, le principe et la méthode. Donc les principes, c'est celle de co-création de valeur sur les systèmes vivants. Donc il y a vraiment une question de formation et de compréhension aussi du fonctionnement du vivant. Et si on ne l'a pas, pour le coup, il va falloir changer de regard. Alors, Einstein disait on ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec le mode de pensée d'aujourd'hui, puisque c'est le mode de pensée d'aujourd'hui qui engendre les problèmes d'aujourd'hui. C'est toute la question du changement de paradigme. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut sortir de notre système, il faut penser différemment, repenser comme des êtres vivants. Donc co-création de valeur avec les systèmes vivants. Pour la production de biens et de services, il faut que l'entreprise se pose la question de la finalité de son entreprise. Alors des fois on dit, les gens qui ne sont pas entrepreneurs ou qui ne connaissent pas l'entreprise disent ouais, c'est un rêve, toutes les entreprises ne travaillent que pour la maximisation du profit, ce qui est un mensonge. J'ai bossé avec des salariés, il y a des gens bien et des gens pourris partout. Donc l'entreprise est exactement ce que l'on en fait. Donc de dire que les entrepreneurs travailleront avant tout sur le bien et le service, ce n'est pas du tout une illusion, quoi. Et puis après, la justice dans la répartition de la valeur créée. Alors maintenant, comment mettre ça en œuvre?
La première chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer la tribu initiale, la communauté, après on l'appelle comme on veut, les mots sont toujours un peu difficiles à manier parce qu'ils ont tous des connotations soit religieuses, soit le clan, enfin bref, soit un peu fermés. Bon, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, quoi. En l'occurrence, ça c'est la première chose. Des personnes qui se mettent ensemble et qui se disent, bon, de la même manière quand on dit on va faire une expédition, on va construire un bateau, avant tout il faut un équipage. Hein, c'est pas, c'est pour faire un projet un petit peu innovant comme ça, quoi. Donc qui se mettent ensemble et qui là vont travailler ensemble sur le changement de regard, sur la compréhension de leur territoire. L'économie vivante, ce n'est pas de la macroéconomie, ce qu'on appelle de la mésoéconomie. Ce n'est pas non plus de la microéconomie. La microéconomie, c'est à toute petite échelle. Je reviendrai sur ces notions tout à l'heure. Mais donc, c'est au niveau d'une province, au niveau d'une région, d'une certaine manière. Donc, changer le regard, c'est regarder comment fonctionne le territoire. Quelle est l'histoire de ce territoire? Alors, l'histoire, il y a deux histoires en termes généraux. Il y a celle des systèmes vivants et celle de l'homme avec les systèmes vivants. Et c'est vraiment, il faut être capable de lire les deux, parce que les systèmes vivants existeraient même sans les hommes, donc comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une histoire humaine à cet endroit-là. Et c'est lié aux services produits par les systèmes vivants. C'est de comprendre aussi quelle est la trajectoire dans le rétroviseur. On voit en général une inflexion sur les 30-40 dernières années, et qu'on soit après capable de dessiner ensemble la trajectoire de notre propre territoire. Et tu vois, c'est très important, et c'est là, je dis, on bosse avec des entrepreneurs, des agriculteurs, des citoyens qui sont liés à un territoire, c'est qu'on n'est pas dans les idées quand je dis ça. C'est qu'est-ce que l'on veut, et en fait, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants. Aujourd'hui, les vendeurs de peur disent quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Mais enfin, la terre, je ne la connais pas, la terre, quoi. C'est quel territoire? C'est là où je vis. Et quel territoire je vais laisser si je continue à vivre là? C'est très important cette étape-là. Ça passe par des séquences, pour moi, d'immersion naturelle, de se mettre en pleine nature pendant un temps suffisamment long. Il y a plein d'autres éléments dont je reparlerai tout à l'heure dans ce qu'on appelle l'expérience de nature, pour recommencer à penser comme des êtres vivants tout en restant des êtres humains. À partir de ce moment-là, on va commencer vont apparaître de manière assez naturelle des pistes d'action, en tout cas des pistes de non-action, des choses qu'il ne faut pas faire, et la manière dont on peut travailler, en disant d'abord comment va-t-on se nourrir. C'est comme ça notre principale relation avec les systèmes vivants, c'est la nourriture. Et puis petit à petit, l'économie va se mettre en place. Et là, les entrepreneurs, entre un transporteur, entre un agriculteur, une boîte d'agroalimentaire, un fabricant de composants électroniques et un marchand d'électroménager, en fait, on ne voit pas la relation avec eux dans l'économie vivante. Par contre, sur un territoire, on commence à le voir énormément, sur la question des échanges, etc. etc. quoi. Et là, la suite de l'histoire, je ne peux pas te la dire, parce que c'est à chaque territoire de l'écrire. Nous, on essaye d'accompagner avec les différentes expériences que l'on a, un certain nombre de territoires sur cette logique-là, mais chaque territoire appartient donc à ceux qui y vivent. Et la question de la justice, qui est le point le plus difficile à mettre dans la définition de l'économie vivante, la troisième partie, c'était la juste répartition de la valeur créée. Ah, mais qu'est-ce que la justice? Je ne sais pas, mais à partir du moment où on est ensemble et qu'on a créé des communautés où les gens ont confiance les uns dans les autres, on est quand même assez capable, de manière individuelle et intuitive, de voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et ce n'est pas une justice qui est extérieure au territoire, ça se passe sur les relations entre les personnes. J'ai beaucoup travaillé avec un mouvement patronal qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, avec qui j'ai appartenu pendant pas mal d'années. Beaucoup d'idées que je sors là, c'est eux qui m'ont aussi énormément apporté. Et on a eu pas mal d'expériences très très intéressantes dans ce domaine-là. L'entrepreneur qui dit ouais, la maximisation du profit, c'est pas le but. Moi, ce qui compte, c'est la résilience de mon entreprise, c'est qu'elle dure longtemps. Or, si je ne travaille que sur la croissance, je vais exploser en vol, puis je vais me fatiguer. Si c'est pas l'entreprise qui pète, c'est moi de toute façon. Donc voilà, c'est des choses qui existent, mais c'est cette communauté d'acteurs avec une vision commune de l'avenir, une vision commune du passé, donc de la relation que j'ai évoquée tout à l'heure entre humanité et biodiversité, qui permettront de construire les choses, quoi. Et là, après, on a une chance aujourd'hui, qui est à la fois notre chance et notre condamnation peut-être, ce sont les nouvelles technologies. Ça peut effectivement nous condamner en nous coupant complètement de la nature, mais ça peut être aussi une excellente opportunité de trouver de nouvelles innovations, de nouvelles technologies. Ce sera complètement différent. La recherche de technologies, quand on va 50 personnes ensemble sur un territoire, ou 100 ou 200, totalement différentes les unes des autres, qui vont réfléchir à de l'innovation, dont la finalité ne sera pas le retour sur investissement. Parce que l'aspect financier, on n'aura pas les mêmes innovations. Aujourd'hui, le seul cadre qui permet de faire l'innovation, c'est ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement. Là, ce sera complètement différent. Donc, ce qui va se passer, de toute façon, ce sera rigolo. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et d'ailleurs, souvent, on me dit, pour reprendre le terme, tu es utopiste ou tu es un bisounours, pourquoi tu fais ça? Tu ne sais même pas si ça va marcher. Oui, enfin maintenant, les seules choses impossibles, c'est celles qu'on ne tente pas, ça c'est certain. Si on n'essaye pas de changer l'économie, elle ne changera jamais.
La deuxième chose, c'est que les premiers qui sont sortis de la forêt au départ, à mon avis, ils ont pris quand même des risques, il y a 8000 ans, et ils ne savaient pas ce qui allait se passer, en tout cas certainement pas qu'un jour les hommes voleraient, etc. Mais le troisième point, et qui est peut-être le plus important, et qui revient sur ma logique de communauté, qui revient aussi à ce que moi j'ai pu connaître avec les légionnaires, c'est même pas pour le futur que je le fais, c'est pour le présent. En fait, je n'ai rien qu'aujourd'hui pour construire, pour donner. C'est pas demain que je vais donner, c'est aujourd'hui. Mais en fait, ce que je fais aujourd'hui, ça m'apporte tellement d'équilibre et d'harmonie que ça vaut le coup parce que je me marre. Encore une fois, je suis avec des gens, et tous les matins, aller travailler avec des gens en qui on a confiance. Vraiment, tous les gens. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent se dire que voilà, tous les gens avec qui je bosse, on a confiance, on fait la même chose, on est motivé et on sait que il y a quelques trahisons de temps en temps, hein, c'est la nature humaine qui est comme ça arrive, il n'y a pas de souci, quoi. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Comme dire, on va faire un match de rugby, on va se prendre des caramels, bon, d'accord, enfin, on s'amuse bien avec les copains quand même, donc on est à peu près sur la même chose. Pensons à aujourd'hui, c'est en pensant à aujourd'hui que l'avenir se créera. Et arrêtons de nous faire des plans sur la comète, on ne sait pas ce qui se passera demain. La seule chose qu'on maîtrise, c'est aujourd'hui. Alors Patrice, tu nous as parlé de mésoéconomie. Alors effectivement, la macroéconomie, on voit à peu près tout ce que c'est, donc c'est l'économie mondialisée, qui est le modèle dominant actuellement. La microéconomie, ça va être une économie très locale, donc souvent autour de petites fermes avec des personnes qui recherchent l'autosuffisance. Mais la mésoéconomie, alors de quoi s'agit-il ? Je vais parvenir sur la macroéconomie, qui est donc la partie de l'économie financière. C'est les théories de Ricardo, essentiellement, qui est un économiste, la spécialisation des pays, etc. J'en ai suffisamment parlé. La microéconomie, c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec ce qu'on appelle les circuits courts ou ultra-courts, où finalement, dans un village, quelques acteurs se mettent ensemble. Et c'est justement, à mon avis, ce type de bonnes pratiques sur lesquelles il faut être très vigilant. Je ne dis pas que c'est mauvais, attention, mais si ce n'est pas prévu dans une vision stratégique. Pour une raison très simple, pour nourrir une ville comme Paris, on ne le fera pas uniquement avec des petits jardins. En fait, on a besoin comme une surface assez importante. Il y a des flux logistiques, il y a des machines industrielles. Dans ce que j'évoque depuis tout à l'heure, je ne remets pas en cause ni l'entreprise ni l'industrie, à partir du moment où elles sont compatibles avec les systèmes vivants. Donc il y a une réflexion à avoir là-dessus. Et la microéconomie, c'est de dire, bah oui, en fait, tout s'écroule, mais moi, je vais me mettre dans mon coin. Alors faisons attention à ça, parce que c'est toutes ces logiques d'autogestion. Si on fait une extrapolation, dans ces cas-là, chacun va aller cultiver son jardin, hein, comme dit notre philosophe. D'abord, on est beaucoup plus nombreux qu'autrefois, donc ça passe plus. On a besoin d'avoir plus de productivité sur certaines terres, et en plus, il n'y a pas que la terre pour les légumes, il y a l'élevage, etc., un certain nombre de choses qui se mettent en place, des fruits. Et donc la microéconomie ne permet pas de répondre à ce besoin logistique que l'on a sur place. L'autre point aussi, c'est qu'on a quand même besoin de créer de la valeur ajoutée. La simple satisfaction des besoins primaires d'une petite communauté sur un territoire, c'est très bien, mais dans ces cas-là, il faut arrêter la médecine, il faut arrêter le dentiste, il faut arrêter le déplacement, il faut arrêter les nouvelles technologies, il faut arrêter le téléphone, etc. Parce qu'on a besoin de créer de la valeur, fiduciaire d'ailleurs, en l'occurrence monétaire, pour être capable d'aller financer quand même ce genre de choses. Tout ce que j'ai évoqué depuis tout à l'heure, je ne remets pas en cause la technologie, simplement de la remettre en face dessus. Donc c'est pour ça que la microéconomie, à mon avis, est un piège qui permet d'atténuer de manière très très marginale certains effets négatifs de l'économie financière, mais qui ne résolvent pas notre problème et qui en aucun cas ne peuvent permettre de faire la révolution et le changement quantique. Je n'ai pas parlé de bio en disant ça, hein. Je ne dis pas que le bio c'est pas possible, je dis la microéconomie, c'est vraiment une taille d'économie. La mésoéconomie, c'est de travailler à une taille humaine. Des personnes, alors au niveau d'un territoire, alors ce que j'appelle un territoire, c'est un espace sur lequel les hommes peuvent avoir un contact physique. C'est soit se serrer la main, soit se mettre des baffes, enfin en fonction de... Je dis, il ne faut pas être hypocrite, il y a des moments où ça peut être un petit peu difficile, hein, des baffes évidemment de manière imagée, mais on puisse avoir des relations humaines et pas simplement avec les technologies qui sont peut-être très bien aujourd'hui, mais qui ne remplacent pas ça, quoi. Donc dans un premier temps, c'est peut-être ce qu'on appelle le pays, hein, c'est une unité qui n'est pas administrative d'ailleurs, qui correspond d'ailleurs aux entités culturelles, ces 3-4 communautés de communes, enfin ça dépend des endroits. Et l'échelon juste au-dessus, c'est la province, donc la région, mais la région culturelle en tant que telle. Et déjà avec ça, il y a une vraie étude de résilience, qui est l'étude dont je parlais tout à l'heure, de regarder ce territoire-là, que peut-il fournir à la population locale. Alors, si je prends la Bretagne, en termes alimentaires, c'est assez extraordinaire. À partir du moment où on ne va pas avoir un modèle déséquilibré, qui est celui de l'élevage en Bretagne, donc c'est peut-être une question de rééquilibrage de l'économie sur place. Donc la mésoéconomie va réutiliser tous les outils de l'économie classique, financière, en changeant la finalité. Donc on a l'idée de créer une bourse, qu'on appelle le pare-feu financier territorial, qui permet d'isoler la Bretagne du parasite de la finance, mais en utilisant les outils financiers sur un territoire. Et comme un pare-feu d'ordinateur, ça permet les échanges avec l'international, en évitant que le parasite vienne me prendre, soit me mettre des virus, soit me piquer mes données. C'est un petit peu ça l'idée, quoi.
Tu as évoqué un peu plus tôt un terme qui m'intrigue. Tu as parlé d'expérience de nature. Alors, qu'entends-tu par expérience de nature? Il y a un certain nombre d'études et de recherches aujourd'hui. Donc en France, une personne qui est bien avancée sur le sujet, c'est Anne-Caroline Prévost-Juliard. Si tu as l'occasion de lire ses livres, c'est très intéressant. Elle parle justement de la perte de l'expérience de nature. C'est d'ailleurs le corollaire de l'illusion de l'indépendance de l'homme que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on n'a plus besoin de la nature, enfin cette illusion, parce qu'encore une fois c'est vraiment une illusion, petit à petit on va s'en détacher et de manière culturelle, on aura de moins en moins de relations avec, alors je dirais même le terme nature, il faut l'employer d'ailleurs avec précaution, parce que qu'est-ce que la nature, hein, ça dépend de chacun. Mais en l'occurrence, on a perdu en tout cas la relation charnelle et émotionnelle avec les systèmes vivants. La plupart de ces chercheurs qui travaillent dessus montrent que ça crée des déséquilibres psychologiques, parce que nous sommes des espèces vivantes qui ont été conçues pour être en interrelation avec les autres depuis des centaines de milliers d'années. Donc là, du coup, il y a un manque qui existe, mais aussi des déséquilibres physiologiques. Certaines études sur le rythme cardiaque, la pression artérielle. Alors il y a énormément de communication qu'on ne maîtrise pas du tout. On a l'impression de tout connaître aujourd'hui, mais les relations entre les êtres vivants, les différentes formes d'énergie qui peuvent exister, c'est absolument stupéfiant. Je ne fais pas de l'ésotérisme en disant ça, je parle de manière naturelle, quoi. Donc pour nous, ce que moi j'ai connu d'ailleurs en me mettant comme ouvrier dans les espaces naturels et à retravailler dans les landes, les tourbières, etc., je pense que c'est ça qui m'a le plus inspiré. Et ce que je parle aujourd'hui, je ne fais qu'essayer de répéter un petit peu maladroitement ce que j'ai trouvé dans la nature. Et après, d'autres personnes, d'autres chercheurs, des associations, etc., m'ont aidé à formaliser. Je ne suis pas autodidacte du tout. J'ai été énormément aidé par beaucoup de chercheurs dans cette affaire-là, ou de scientifiques. Mais donc, en fait, il faut revenir pour chacun à retrouver ce lien charnel, émotionnel avec la vie. Donc c'est des stages qu'on a organisés, en l'occurrence je l'ai fait beaucoup avec des jeunes, dont certains qui étaient en situation assez dramatique, avec un certain nombre d'addictions ou de perturbations, puis d'autres simplement en recherche de sens, et d'aller dans la forêt, d'être capable de ce qu'on appelle le bushcraft, même si le terme n'est pas très joli, certainement pas la survie, moi on est là pour vivre dans la nature et pas pour survivre, mais de retrouver par contre un certain nombre de relations, alors, dans la sobriété et l'ascèse, c'est-à-dire que des feux au milieu de la forêt, en mangeant un petit peu ce qu'on peut trouver ou ce qu'on a apporté avec nous, mais de manière très, très sobre, et retrouver ce lien, de reprendre l'itinéraire de nos anciens, avec toute cette histoire depuis le néolithique jusqu'à maintenant, et puis de comprendre comment fonctionne la vie. Relation, diversité. Et là, je le dis dans une salle à Paris, c'est pas du tout la même chose que quand on explique le fonctionnement de la forêt, la relation qu'il y a les arbres entre eux, la relation entre les insectes, etc., etc. Et puis, une fois qu'on a terminé ça, après, on peut commencer à penser justement à l'avenir du territoire, à l'avenir de l'entreprise. On peut commencer à faire des stratégies d'entreprise qui sont complètement différentes parce qu'on sera imbibé de cette puissance de la vie et de cette nécessité de collaboration, de coopération qui est le principe même des espaces vivants, quoi. Donc on a créé pour ça une école qui s'appelle l'école des systèmes vivants, dont la finalité, c'est bien cette école de la vie, non pas pour dire ce qu'il faut faire, mais pour donner à chacun les outils qui sont la connaissance du fonctionnement du vivant. Et ça passe par des stages d'immersion naturelle de différentes durées en fonction des publics, de 24 heures jusqu'à 3 semaines, en nature, et avec certaines fois des exercices pratiques, des exercices plus théoriques, quoi. D'accord, donc pour toi, l'étape changement de regard, changement de perception sur la vie, sur le vivant dans son ensemble, c'est une étape obligatoire. Ouais. En toute mise en route. Ouais, c'est la question de la conscience. Si on n'a pas conscience du bien qu'il y a à changer, encore une fois, je ne dis pas la nécessité, que c'est mieux effectivement de changer, objectivement on ne bougera pas. Et donc en allant dans la nature, en se disant non, en fait on est juste complètement malade, on est sorti du système et ça ne fonctionne pas, comment peut-on garder le capital technologique, intellectuel que nous avons aujourd'hui, par contre pour le rendre compatible? Sinon je n'y crois pas un seul instant. Alors je me trompe peut-être, mais je ne pense pas qu'il soit possible de faire la révolution sans avoir ce changement de regard radical, et ça commence par là. Si tu montes à cheval, on dit à chaque fois que pour passer un obstacle, le cavalier doit regarder derrière l'obstacle. Parce que la fusion qu'il y a entre le cheval et le cavalier, enfin pour des gens qui montent bien, le cheval il ressent toute l'attitude du cavalier. Et en fait, si le cavalier regarde derrière l'obstacle, le cheval va comprendre, il va sauter par-dessus. Et les cavaliers débutants souvent regardent l'obstacle, et le cheval il a compris qu'il fallait rentrer dans l'obstacle.
Donc pour nous, changer de regard, c'est regarder où on veut aller, c'est cette économie vivante, de regarder cette harmonie entre les écosystèmes, le cosmos et l'humanité, et se projeter dedans, et pour ça, il faut aller le découvrir. Et je ne pense pas que ce soit possible de faire autrement. Et c'est le gros problème de beaucoup de théories qui sont complètement hors sol. Il faut. Non, on y va, on se met dans la nature, et puis après, ça se fera. Et c'est pas le il faut qui est important, c'est ce que l'on fait, quoi. Alors, en conclusion, peut-être, est-ce que tu es optimiste sur l'avenir? Car c'est un peu l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. Quel est ton pronostic? En fait, je suis ni optimiste, je suis confiant et déterminé. L'avenir, il sera celui que l'on fera. Et je pense que là où on est parti, il y a des choses à faire et c'est en train de se faire, quoi. On vit une période extraordinaire. Et je pense vraiment merveilleuse, malgré un certain nombre de signaux qui peuvent paraître inquiétants, mais à ceux qui ne regardent pas justement la puissance de la vie, les vrais signes du temps. Donc parce que ça change, parce que ça bouge, parce que les révolutions sont en place, donc automatiquement, il y a des opportunités qui se créent. Tu parlais de l'avenir et de l'inconnu, effectivement, derrière l'horizon, ce n'est pas l'enfer, c'est l'inconnu, c'est pas du tout la même chose. Plus on va avancer vers l'horizon, plus on va découvrir ce qu'il y a par derrière. Si tu fais un match de rugby, si tu dis je me pointe, je suis optimiste, tu as une chance sur deux de le perdre, quoi. Tu es déterminé et confiant parce que tu as travaillé, parce que tu as confiance dans tes ailiers, parce que dans le pack, dans ce que l'on veut, etc. Donc là, c'est à peu près pareil. Oui, je suis très confiant et ça va bien se passer. Et j'en suis vraiment persuadé. Alors, attention, ce ne sera pas sur l'intégralité de l'humanité, etc. Mais il y aura toujours des diversités qui se passent. Par contre, en ayant décidé, nous, de vivre bien, en tout cas mieux, ce qui n'est pas spécialement difficile, ça se fera, ça s'accomplira de cette manière-là. Donc c'est pas l'optimiste, c'est oui, ça va bien se passer, parce que nous avons décidé que ça se passerait bien. Ça n'empêche pas qu'on se prendra des coups, qu'il y aura un certain nombre de pièges qui vont être en place, qu'il y aura des échecs aussi, mais ça se passera bien. Parce que c'est le moment où jamais que ça se passe. Et, on voit bien, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille là-dessus, ça fait 4-5 ans que je fais quand même un certain nombre de conférences, et je vois bien la réaction des personnes est complètement différente, de plus en plus. Le changement de regard, l'aspiration à une autre forme d'harmonie, elle est très très puissante. On a des signaux, indépendamment, je dirais, de l'avenir. Pareil, on dit on va mourir à cause des produits chimiques, on va mourir à cause du réchauffement climatique. Je dis, écoute, le principal poison aujourd'hui, c'est pas le glyphosate, c'est le sucre. Donc tu es assez grand pour aller t'empoisonner tous les jours quand tu vas au supermarché, en prenant des graisses saturées, en prenant du sucre à haute dose, en prenant des plats hyper transformés, etc. etc. Donc ça me fait un petit peu rigoler quand j'entends toutes ces prédictions sur l'avenir. La principale cause de mortalité aujourd'hui, obésité, AVC, diabète, etc. C'est bon. Donc c'est assez facile de travailler dessus, mais comme il y a cette conscience qui commence à se prendre, vous les mangez correctement, mais c'est pas compliqué. La puissance de la vie, il y a tellement de merveilles dans le fonctionnement des systèmes vivants. Il faut lire Hildegard de Bingen qui parle justement à la fois des recettes de cuisine, qui parle aussi des soins par les plantes, etc., tout ce qu'on a dessus, qu'aujourd'hui c'est jouable. Je suis confiant par l'observation que je fais aussi du monde d'aujourd'hui. Aussi par une jeunesse qui n'est pas du tout sur les mêmes paradigmes que nous, en tout cas de mon époque, sur la question de la nécessité d'avoir un emploi et d'avoir, je dirais, la maximisation du profit, et qui commence à comprendre peut-être, parce que ça a disparu tellement que peut-être que le bonheur se trouvera justement dans l'altruisme, le don, le sacrifice, etc. etc. quoi. Donc ouais, c'est bien parti, on va s'amuser. Après, il faut juste monter dans le bon bateau. Ceux qui veulent rester dans l'économie financière, moi je suis contre personne, hein, ils font comme ils veulent. Par contre, ils risquent de se demander pourquoi est-ce que nous on se marre sur notre bateau, quoi. C'est simplement ça, quoi. Très bien, merci beaucoup Patrice, et à bientôt.